s'il y a des gens qui ont des questions, on peut directement enchaîner avec les questions, non? On rebondira peut-être... Je tiens juste à vraiment remercier pour la finalité. Non, mais enfin... c'est pas une question en fait, c'est juste pour... En fait, ça me fait plaisir de voir vraiment la notion internationale du problème. En fait, le problème de l'accaparement des terres, il est complètement international. Amérique du Sud, Afrique... on a tendance à... Par exemple, ici, on a le problème du gaz de schiste il n'y a pas longtemps. Il y a Notre-Dame-des-Landes, là, il y a l'affiche ici, le 5-6 juillet. En fait, toutes ces choses-là, les centrales nucléaires, tout ça, en fait, c'est exactement le même problème. La crise de la dette en France, tout ça, c'est le même problème, quoi. C'est un seul problème, c'est qu'en fait, il y a des multinationales qui veulent prendre le pouvoir et nous, en tant que citoyens, on leur laisse en fait le pouvoir. Et comment faire en fait pour arriver à reprendre, nous, en fait, un peu les commandes de notre société, quoi. Parce que si on les laisse faire, eh ben, voilà, eux, ils font ce qu'ils ont envie, quoi. Comment est-ce qu'on sort de ce système, quoi? Bon, voilà, c'était pas grand-chose, en fait. C'est une question. Ouais, peut-être. Comment on se sort? Comment est-ce qu'on arrête d'aller dans les supermarchés? Comment est-ce qu'on essaye de comprendre ce qui nous arrive? Comment est-ce qu'on décode le discours des politiciens qui nous embobinent avec tout un tas de trucs, d'arguments qui sont faux, qui sont juste là pour cacher leur mauvaise foi? Enfin, bref. Comment est-ce qu'on arrête de sortir, d'aller faire nos courses dans les supermarchés, mais qu'on achète à des producteurs locaux, comme par exemple à la Musette? Non, moi je trouve juste ce qui est fort, je te donne la parole, avec ce qui se passe à l'Union, c'est qu'en 2011, quand on s'est rencontrés, les paysans, ils étaient séduits par la notion de propriété privée en se disant que ça allait être une garantie pour eux de rentrer dans le système de propriété privée parce que à un moment donné, ils se sont dit c'est ça notre issue pour garantir la terre. Et en fait, très vite, avec les divers échanges, ils se sont vite rendus compte que le droit d'usage de la terre était primordial et qu'il fallait absolument le défendre. Et je crois que dans cette lutte-là, par exemple, faire reconnaître le droit d'usage de la terre, et nous, si on arrivait à mettre un peu un coup de pied sur la notion de propriété privée en France, alors que c'est quand même la sacro-sainte propriété privée, c'est des choses comme ça qui révolutionnent tout un système. Et si en Afrique de l'Ouest, si ce combat-là, il est gagné sur la défense du droit d'usage, au-delà de la propriété privée, franchement, je pense que ça serait une super victoire. Et je pense que s'il y a ça, il y a beaucoup de choses qui ne découleront pas de ce bordel de propriété privée, quoi. Comment fonctionner dans ces cas-là? Eux, ils fonctionnent depuis des millénaires avec ça, hein. Droit d'usage, hein, collectif. Bien sûr, il y a plein de pays, faut se dire que l'Occident, on est un peu particulier, mais il y a plein de pays qui fonctionnent avec le droit d'usage, hein. J'ai une question, je voudrais savoir Donnez-lui le micro. Ouais. On vous entend pas, vraiment, je vous assure. Tu peux tirer, c'est Bravo. Je voulais juste savoir comment est-ce que ça va se passer avec le traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, et forcément il va y avoir un impact sur l'Afrique. Donc forcément il va y avoir un impact aussi sur votre lutte. Et déjà qu'en Europe, c'est le tout début de l'éveil des gens pour s'intéresser à cela. Donc est-ce que vous, dans votre lutte, vous vous intéressez au TAFTA, au grand marché transatlantique, qui va vous toucher en conséquence? Oui, j'ai commencé les études de droit. Je ne suis pas juriste plein, mais je suis au niveau de licence. Et les traités transatlantiques, nous on ne le dit pas comme ça. Et nous, c'est le traité de la Commission européenne et d'Afrique. C'est le traité de la Commission, la libre-échange de la Commission, la libre-échange. Quels sont les produits qui sont en cours? Et pour ça, des organisations, d'abord, moi, mon organe, le mouvement de lutte de base, on est en train de prendre conscience de ça, mais ce n'est pas dans notre ligne d'élite. Parce qu'on n'arrive pas d'abord, on n'a pas les moyens nécessaires de se déplacer. Les négociations se passent au Sénégal. Le 15 janvier, ils étaient au Sénégal. Le 22
février, ils étaient au Sénégal. C'est géré par les différents ministères des Affaires étrangères. En Afrique, c'est le Ghana. En Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui sont les leads. Parce que la Côte d'Ivoire, ils ont le café et le cacao. Le Ghana a l'or, le Nigeria a le pétrole. Donc ce sont ces trois qui sont les leads. Mais ils n'ont pas lâché les autres États. Mais il faut comprendre que ceux qui sont là-dessus, c'est l'Europa. On a une organisation de l'Europa dont la CNF fait partir. L'Europa est une organisation sous-régionale des organisations paysans, des syndicats paysans, parce que chez nous, syndicats paysans, organisations paysans, ça fait deux. Les syndicats, oui, c'est les intellectuels qui les créent. C'est les intellectuels. C'est les intellectuels qui les créent. Mais les mouvements de lutte de base, ça, c'est les paysans même qui s'auto-organisent. Donc, ce sont eux qui sont sur ces accords de libre-échange. Donc, dans ces accords de libre-échange, nous, on n'a aucune maîtrise de ça. Et s'ils font les réunions se passent entre les intellectuels. Nous, on n'est pas dans ces réunions. Ils n'ont besoin de nous que sauf si le gouvernement leur chauffe et qu'ils viennent vers nous pour dire que le gouvernement est en train de chauffer sur ça. Donc, aidez-nous à passer les ponts. Voilà, donc c'est comme ça. Les accords sont en cours, mais vraiment, on n'est pas trop impliqué là-dessus parce qu'on a la masse, on a beaucoup parlé. Entre nous maintenant, on parle maintenant de ces grandes politiques mondiaux. Tout ce que je l'ai dit vers la fin, on le parle. Chaque samedi, on a une réunion hebdomadaire qui n'a pas moins de 200 personnes, chaque samedi. Et ça, il y a plus de 10 ans. C'est des paysans qui débarquent et des gens des quartiers populaires qui viennent. On parle politique pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est très important. Mais on a parlé de ça. Mais pour aller dans ces genres d'élites, il faut des moyens, il faut se déplacer. Pour aller au Sénégal, il faut se déplacer. Il y a des déplacements, donc nous, on n'en a pas ces moyens. Mais ces moyens sont laissés aux syndicats qui ont plus de moyens que nous et qui gèrent ces affaires. Oui. Et lui, il a posé une question. Comment sortir de ça? Je crois que la question est comment sortir de ça? L'argent, le matériel. Tant qu'on est attiré par le matériel, l'impérialisme a fait du matériel son art de guerre. L'argent, le matériel. Plus qu'on va vers ça, plus qu'on veut des meubles, des étages, des voitures, des avions, tu resteras toujours esclave du système. Parce que toi, tu seras toujours un consommateur. Tu iras toujours au supermarché, quoi. Oui, tu iras toujours au supermarché. Tant que tu ne comprennes pas que ces matériels, je peux vivre sans ces matériels. Je peux me résigner aussi de ces matériels et vivre simplement. Et retourner à la terre ou appuyer quelqu'un qui travaille la terre pour sortir de tout ça. Parce que partant de mon ami qui cultive, je sais que si je prends du miel à quelqu'un qui fait de pisciculture, que moi je connais, mais il n'y a pas de problème. Si je pars dans un supermarché, je trouve un autre miel là-bas. Et que je sais qu'ils vont même arriver à multiplier les abeilles par milliers et par mois avec les produits chimiques. Tu sais que ce n'est pas le même problème. Donc c'est ce qu'il s'agit. Donc ça ne peut pas se aller sans le respect de soi-même et sans qu'on s'appuie entre nous d'abord. Qu'il y a un appui réciproque entre nous. Et sur nos productions, quand on valorise nos savoir-faire, nous valorisons nos productions, nous serons toujours contre le système. L'arme fatale contre le système, c'est de valoriser toi-même ton propre expérience et de valoriser l'expérience de celui qui est à côté de toi, parce que tu connais ce qu'il fait. Donc c'est à chacun de changer sa façon de vivre et de consommer. Oui. Non, mais juste par rapport aux accords de libre-échange, je pense que l'Union, c'est vraiment une organisation de base. Ils se battent pour la survie, la terre, pour manger, pour avoir un toit. Et depuis la décolonisation, je pense qu'ils sont tellement menacés de toutes parts par l'endettement, la Banque mondiale, les produits qui arrivent à bas coût d'Europe. C'est une suite, mais la lutte là, chez eux, elle est tous les jours et il y en a tellement à faire que, comme il dit, c'est les intellectuels, les syndicats qui ont été créés par l'État qui s'occupent de ces questions-là plus intellectuelles, entre guillemets. Mais de toute façon, ils sont tellement
de toutes parts, ils sont acculés, quoi. Donc, la lutte déjà pour la terre, je pense que c'est le b.a.-ba pour un État comme le Mali. Hein. C'est pour la survie immédiate. C'est ça. On a une personne là-bas qui... C'est pas le même niveau qu'ici. Non, mais juste pour répondre à Moon, parce que elle a l'impression que, je l'entends, elle dit que c'est à chacun, etc. Non, en fait, la réponse... En fait, pour répondre à ta question qui revient systématiquement dans un petit peu ce genre de débat, en fait, il faut faire comme ce monsieur fait chez lui, il faut faire ça. Pardon. Il faut faire ça ici ce soir, il faut faire ça ici ailleurs, le 5 juillet, etc. Quoi. Il faut. T'as cité l'Amérique du Sud, il y a eu des luttes avec les Sariakou au Pérou, qui sont venus, qui ont été reçus, qui ont été relayés, quoi. Il y a Via Campesina a été cité, la confé, etc. Il faut continuer. Il y a cette machine, quoi, et face à cette machine, il faut faire ce que. Alors, c'est vrai que ça présente des risques d'aller brûler des bâtiments ou des voitures, quoi. Mais à n'importe quel niveau, aller à l'musette, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Il faut pas se dire qu'une fois, voilà, il faut faire comme ça. Il faut faire ce qu'il fait. Je suis complètement d'accord, mais tant qu'on ira faire nos courses chez Leclerc ou Intermarché, en fait, on continuera à donner du pouvoir à ces gens-là. Mais c'est vrai, il faut agir. T'as complètement raison. Tu voulais parler? Après, c'est beaucoup une histoire de conscience aussi. C'est-à-dire que sur les 100% des Européens ou des Français qu'on est, il doit y avoir 15% ou 20% des gens qui ont vraiment cette conscience-là de se dire là ça avance plus, quoi. Et on a le collègue Pierre Rabhi là, qui le dit très bien. La crise, avant d'être financière, elle est d'abord humaine. Et tant que les gens ils n'auront pas compris que en France ici on a le matériel, comme tu disais, on a le matériel, on a des objets, on a l'argent. Et combien de temps les gens ils vont rester fixés sur ça, sur ce matériel, sur cet argent? Combien de temps ils vont se dire j'ai mes petits privilèges de Français ou d'Européens, je peux avancer comme ça, j'ai la voiture, j'ai un bon boulot et tout, etc. C'est aussi une histoire de communication, quoi. Faut arriver à toucher les gens, à ce qu'ils se mettent à réfléchir différemment et qu'ils aient vraiment l'envie que ça s'arrête et pas seulement de se dire ça va continuer comme ça, on verra bien ce que ça va donner, c'était comme ça pour mon père, alors je vois pas pourquoi ça serait différent pour moi. Et c'est vraiment cette idée-là qui est centrale pour moi, qu'il faut que les gens ils sortent de leur petit truc là comme ça et qu'on se mette vraiment à tous penser différemment, quoi. Pour moi c'est ça, vraiment. Oui, moi je voulais poser une question sur concrètement comment ça se passe quand il y a une multinationale qui vient, tu as parlé de l'Afrique du Sud, tu as parlé des Chinois, ils débarquent avec du monde, ils débarquent avec des machines. Qui est-ce qui travaille la terre concrètement au jour le jour, cette terre qui est spoliée? Est-ce que c'est les Maliens qui sont embauchés, qui sont salariés? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est des gens qui viennent complètement à 5000 personnes? Comment ça marche? Oui, la question est intéressante. Qui est-ce qui travaille la terre? Qui est-ce qui est employé pour travailler la terre? Tu parles d'un paysan autonome et indépendant à un ouvrier agricole contrôlé et esclave. Donc, il y a une première différence. Sauf avec la technologie et le machinisme. À chaque 5 ans, et ce sont des grandes firmes, à chaque 5 ans, il y a des machines qui peuvent travailler à la place de 20 personnes. Donc aujourd'hui, s'ils viennent, c'est ce qu'ils disent. C'est la question du gouvernement. Exactement, c'est ce que le ministre nous a dit. Il dit non, mais ces gens, ils viennent, ils vous emploient, ils vous prennent, ils vont vous employer tous. Sauf ceux qui ont commencé. Cette année, il n'a pas pu le dire pourquoi. Ceux qui ont commencé il y a 4 ans, au début, ils ont employé des gens. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils ne prennent pas les gens de la sous-région. Ils créent un conflit communautaire.
S'ils accaparent dans le sud, ils vont chercher des gens du nord pour les faire venir au sud et dire à ces ouvriers que oui, ils sont jaloux de vous parce que c'est vous qui avez été employés. Donc ces ouvriers vont toujours regarder de façon négative la communauté de la place. Ça c'est un. Ils continuent une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils viennent avec des machines. S'ils avaient recruté 100 nordistes, ils licencient 50. Ils se limitent à 50. Mais ces 50, le travail que tu vas faire n'est pas un travail d'expérience. C'est des travaux physiques où tu n'as pas d'expérience à trouver là-dedans. Tout ce qui est technique sont allés chercher ailleurs, dans le Bangladesh, en Asie ou chez eux. Tout ce qui est technique et ingénieuse vient de chez eux. Toi, tu ne fais que le travail physique. Et tout travail physique qui peut être remplacé par du machinisme, petit à petit, tu n'as pas de NPS. INPS, revenu de retraite, tu ne l'as pas. Tu n'as pas d'assurance. Chez nous, l'assurance, les NPS, tout ça, c'est des fonctionnaires. Tu n'as pas ça. Et le jour qu'ils vont te limoger, ce jour, tu ne pourras rien. Tu les convoques devant l'inspection du travail et ils ne peuvent rien contre eux. Ils disent non. Et leur problème est réglé en haut sommet. C'est comme ça qu'ils font. Ceux qui ont été employés, je prends l'exemple, sur une entreprise, ceux qui ont été employés, au début, il a employé 60. Nous, on suivait régulièrement. Parce que nous, on dit, on est en train de nous battre contre lui, puisqu'ils ont créé toute une garnison de gendarmerie pour les protéger. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, on aura l'argument sur eux. Il avait employé 60 personnes. On a suivi les 60 personnes. À 2 ans, il a recruté 10, qui est 70. 2 ans après, il a travaillé 4 ans. Et rien qu'en 2013, il a compressé 50. Il a radié 50 des 110. Il lui reste 20. Parce qu'il a amené d'autres machines de l'Allemagne qui travaillent de la pomme de terre, qui peut faire beaucoup de travail. Donc il est multifonction. Et maintenant, les 50 qui ont été limogés et leurs familles, comment ils vont vivre? Leur terre a nourri leurs ancêtres. Ils les nourrissent, ils vont nourrir leurs fils. Leur terre a été pris. Ils ont été employés pendant 2 ans. Ils ont été compressés. Et c'est fini. Ça peut remplacer leur terre? Les 20 qui travaillent, ils ne resteront pas. Il va trouver encore d'autres machines. Il va laisser 10 tomber. C'est petit à petit qu'ils font. Donc dire qu'on nous emploie, nous on n'a jamais misé sur ça. Si c'est l'emploi, on allait venir à l'exode rural dans les villes pour l'emploi. Ça c'est garanti quand même, tu vas faire tout l'exode rural, après tu retournes dans ton champ. Mais nous on n'a pas pris ça comme argument. Et cet argument ne nous a jamais convaincus. Et personne ne peut nous convaincre dit au développement galopant du machinisme. Merci. C'est un peu le moyen là, des multinationales de venir chercher des terres. Oui. Et notre avantage dans le comité d'action juridique, c'est d'abord former les gens. Dans la formation, nous on a un droit coutumier. Donc 80% aujourd'hui a un droit d'usage sur la terre. On nous a beaucoup accaparé, mais jusqu'à présent, il reste 75% qui a toujours un droit d'usage. On est toujours. Défendre ces droits fait partie de notre lutte aujourd'hui. Nous voulons influencer sur l'Assemblée pour que ces droits soient considérés aussi, ces droits d'usage soient considérés comme un droit inviolable. Il y a de l'espoir là pour ça? Oui, mais il faut avoir l'espoir pour lutter. Hein. Sinon, tu laisses tomber. Hein. Ah, ça, c'est clair. Oui, c'est fondamental. Oui, on a l'espoir. Mieux vaut se battre pour un espoir que se battre pour une ambition. Pour une ambition. Il faut se battre pour l'espoir. On a quelque chose, on ne sait pas pour le consolider. C'est très facile de se battre pour quelque chose qu'on n'a même pas. Donc nous, on a quelque chose. On veut se battre pour le consolider dans la loi. Travailler avec l'Assemblée
allez-y voir les députés pour que ce droit d'usage soit un droit inviolable. Et qu'une fois que quelqu'un a un droit d'usage, qu'aucun titre foncier, qu'il y ait un droit de propriété, qu'aucun propriétaire de bail amphithéotique ne peut l'enlever son droit. Donc c'est ça notre lutte, ça fait partie de notre lutte. Donc se former juridiquement, c'est de percer aussi dans la législation pour changer aussi les choses. Autrefois on ne s'intéressait pas, ça ne faisait pas partie de notre lutte, on ne s'intéressait pas, mais aujourd'hui on s'intéresse. Donc si on s'intéresse, on trouvera les moyens pour le faire. S'il y a la masse quand même, il y aura les moyens. Les politiciens veulent la masse. On va miser sur ça. Moi, je veux juste rajouter que l'union, et c'est assez rare quand on bourlingue un peu en Afrique, c'est assez rare de voir une organisation d'une telle ampleur parce qu'ils représentent quand même plusieurs millions de personnes. Hein, et ils sont pas financés du tout par aucune ONG, par personne. Ils cotisent eux. Ils ont quelques 3-4 sous par-ci par-là par le réseau de Novox, les sans-voix. Les copains du droit au logement sur Paris qui peuvent envoyer 3 sous. Depuis 3 ans, on essaye, nous, quelques paysans de la Confédération paysanne, de payer les études de Massa. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait la force de l'union, c'est la galère, parce que voilà, Massa, il a une famille, il a 6 enfants, il est jamais chez lui, il est tout le temps 100% à la lutte et ça fait des vies quand même un peu difficiles. Mais après, c'est aussi ce qui fait cette force, c'est que différemment à plein de structures africaines qui vivent où quand même il y a énormément de responsables qui se corrompent dans une espèce d'accès au pouvoir et à l'ambition justement, et aussi par ce biais de financement hallucinant. Les syndicats agricoles maliens, ils sont tous financés par la FAO, qui est une branche de l'ONU, et bien sûr ils ont de beaux discours, hein, ça c'est clair. On se retrouve, ils adhèrent aussi à la Via Campesina, donc on se retrouve sur les beaux discours, mais derrière on se rend bien compte qu'ils représentent personne. Et l'union de défense des démunis, ce qui est fort, c'est ça, c'est que c'est la masse qui se prend en charge pour défendre les droits. Et après c'est un peu galère, on cherche 3-4 sous par-ci par-là pour essayer de créer tout ça. Donc l'idée là c'est quand même la création du comité d'action juridique au Mali. Essayer de faire en sorte que Massa soit pas le seul jeune qui ait accès à des études de droit, pour qu'ils soient plusieurs pour aller dans le rural, le périurbain, l'urbain, tout ça, qu'ils soient plusieurs à pouvoir chapeauter tout ce qui est dossier juridique, tout ça. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est essayer de créer des solidarités qui dépassent un peu la structuration typique des ONG et du monde associatif qui, avec l'Afrique, souvent c'est assez compliqué, quoi. Et juste quand même, je le dis parce qu'il le dira jamais, il y a une boîte derrière pour la lutte de l'union, pour la création du comité d'action juridique, s'il y en a qui veulent mettre 3 sous, voilà, ça sera utile. Ouais, la boîte. La boîte magique. La boîte magique. Moi j'adore faire. Oui. Je voulais poser une double question. Préparez-vous billet de 50. Bien d'avoir un micro. Je voulais poser une double question. Est-ce que la guerre, on peut appeler comme ça, qui se passe au Mali, impacte sur la lutte et de quelle manière? Et autre, pour aller un peu plus avant, est-ce qu'il y a des liens avec d'autres pays riverains du Mali? Des liens dans la lutte, tu veux dire? Oui, la guerre au Mali, c'est au nord. Oui, un moment ça a impacté la lutte, parce que ça atteint des villages paysans aussi qui sont en lutte, des zones accaparées aussi. Ça c'est très important, ça c'est la guerre au Mali. Et il faut comprendre aussi que la guerre au Mali aussi, ce n'est pas une guerre aussi une guerre malienne. Mais la guerre c'est la conséquence de l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est la conséquence de l'intervention de l'OTAN en Libye. Quand l'OTAN a intervenu en Libye pour faire partir Kadhafi, beaucoup d'armes ont été parachutées, les camps ont été explosés, les djihadistes sont allés avec des armes. Il faut comprendre qu'il y a une ethnie aussi, même la mère de Kadhafi vient de Tombouctou, elle vient de Mali. La maman de Kadhafi vient de Tombouctou, du Mali. Donc il y a toute une ethnie qui est dans la zone. Donc l'ethnie qui est dans la zone était beaucoup recrutée par Kadhafi pour être militaire chez lui. Donc tous ces gens sont débarqués avec des armes.
dans le nord du Mali. Donc ce n'est que la France quand même est là pour la gestion de la conséquence de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et entretenir aussi la guerre au nord aussi est très important, a des intérêts. Parce que la guerre aujourd'hui est entretenue au nord c'est la guerre du Mali qui est aujourd'hui, qui est montée jusqu'à l'extrême nord du Mali, est sciemment entretenue aussi pour des intérêts. Parce que c'est au nord où tu trouves le 33e parallèle pour contrôler l'Asie et l'Orient. C'est le 33e parallèle qui est au nord. Tout le monde sait la richesse, c'est le pétrole. C'est dans le désert. Les gaz, c'est dans le désert. Donc, tant que l'instabilité est au nord, l'espoir est pour le pays qui est là, qui le contrôle. Sinon, la rébellion était au Niger. Mais quand l'entreprise française arriva à commencer à exploiter de l'uranium, vous ne parlez... Qui entend parler de rébellion au Niger? Or, c'est le Niger qui était le bastion de la rébellion. Mais quand ils ont commencé, quand le Niger a accepté de signer l'accord d'extraction de l'uranium, que l'Areva est implanté au nord du Niger, on n'entend plus parler des rébellions. Donc le Mali aujourd'hui, on veut qu'on traite, on veut qu'on fasse un traité d'accord militaire avec la France, l'armée française. Donc c'est le dernier grand manif qui est en cours à Bamako. Et que le peuple n'est pas d'accord de signer le traité. Donc, raison pour laquelle ils sont allés intervenir, mais ils ne veulent pas retourner, parce qu'ils n'interviennent pas pour rien. Il y a un intérêt qui est derrière et qui veulent plier les mains des gouvernements à signer des accords militaires pour qu'ils y restent. S'ils y restent, ils vont exploiter le sous-sol. Donc ça c'est la question de la guerre au nord du Mali. Est-ce qu'avec les pays voisins, est-ce qu'il y a des contacts avec les pays voisins? Oui, par rapport aux luttes avec les pays voisins, bon, on a commencé parce qu'il y a le mouvement des sans-voix qui est le Novox. Dans le Novox, il y a les autres organisations des États. Il y a le Burkina, le Bénin, le Togo. Donc ils ont commencé avec le Novox. Mais c'est pour faire comme l'union chez eux. Bon. Mais les gouvernements ne sont pas les mêmes. Bon, il faut comprendre que le problème n'est pas perçu de la même manière que dans ces autres pays. Mais ça arrive dans ces autres pays parce que au Togo, récemment, il y a eu vraiment des répressions fortes pour la terre. Au Togo, quand même, il y a eu beaucoup de terres qui ont été vendues. Mais le Bénin a franchi une cape des droits des sols. Donc, l'Assemblée l'a voté, c'était en 2012, en fin 2012, droit d'usage de la terre. Et limiter aussi le nombre d'hectares qui doivent céder aux étrangers. Mais derrière tout ça, dans la législation, dans la dernière rencontre qu'on a fait à Bamako avec toutes ces organisations, on l'a étudié avec d'autres juristes et des constitutionnalistes qui disent qu'il y a des erreurs là-dedans. C'est la même chose que le Mali, sauf ce qu'ils font au Bénin, ils vont contourner et passer par les opérateurs économiques nationaux pour accaparer les terres. Et avec la Casamance qui est limitrophe avec le Mali, est-ce qu'il y a des actions? La Casamance. La Casamance ouais. Non, et le Sénégal, oui, dans le Fer-Tamba. Non, il n'y a pas des actions, il n'y a pas d'interaction. Non. Il n'y a pas de souci en Casamance actuellement sur les... Non, comme la Casamance est en négociation maintenant, bon, j'ai quitté la Casamance en 2012. C'est suite à une organisation qui était venue, qui m'ont invité chez eux. Parce qu'on s'est connus au forum, on a invité, ils sont venus au Mali, on a été invités chez eux. Mais là-bas, les politiques, la branche politique, la branche armée est en négociation avec le gouvernement et l'actuel président. Donc là, il n'y a pas de... Oui. Donc pour l'accaparement aussi, les zones qui ont perdu fortement leurs terres. Donc ils étaient obligés pour avoir aussi, ils ont envoyé les filles pour travailler comme travailleurs domestiques à Bamako. Donc beaucoup, on en a aujourd'hui beaucoup de filles qui sont venues des villages comme travailleurs domestiques. Donc
Tout ça pour la lutte, on a travaillé pour mettre sur place une autre association pour ces travailleurs domestiques qui viennent migrer à Bamako pour travailler parce que les parents n'ont pas de terre pour subvenir aux besoins des parents. Donc on a créé une organisation qui fait partir, qui est tout pour converger les luttes dans les différentes organisations sur les points des démunis. Et ça aussi, ça a commencé à beaucoup fonctionner parce qu'elles ne sont plus victimes des violences répétées parce qu'elles sont considérées comme des esclaves. Donc ça aussi, on est à fond. Les filles, entre eux, elles sont en train de se battre pour leur cause au sein de l'Union aussi.